Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui un nouveau format sur le podcast Chef, une série d'épisodes que j'ai baptisé Expérience. L'idée est simple, poser 10 questions aux chefs pour découvrir les plus grands moments de leur carrière et ce qu'ils en ont retiré. Voilà, on est donc à mi-chemin entre le portrait et la masterclass. Et d'ailleurs, certaines questions ne sont pas de moi puisqu'avant chaque enregistrement, je vous propose désormais sur le compte Instagram de ce podcast, @chef_podcast, de transmettre donc une ou deux questions aux chefs que je vais rencontrer. Ici, vous allez donc entendre des anecdotes de parcours et surtout la vision de celles et ceux qui les ont vécus, les enseignements que tous ont pu apprendre de ces moments-là. Je m'appelle David Ordonneau et le premier chef à se présenter au micro pour ce nouveau format, c'est Philippe Mille. Je me suis rendu à Reims dans son tout récent restaurant Arban. Après 15 ans d'un très beau chemin parcouru aux crayères, le chef doublement étoilé a décidé de s'approprier le cœur de la ville et d'y établir une table splendide, pensée pour révéler les trésors de sa région. Arban, c'est d'ailleurs le nom d'un cépage de la Champagne et c'est avec cette terre que Philippe Mille, meilleur ouvrier de France, dialogue dans chacun de ses plats. Allez, place à la rencontre. Bonjour chef. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à nous livrer les moments clés de votre parcours, de votre métier ? Oui, bien sûr, prêt et puis avec grand plaisir justement de participer à ce podcast. C'est parti, Philippe Mille est dans Chef, Expérience. Aujourd'hui, si on devait vous demander quel est votre plaisir en cuisine, le moment, le geste, le plat qui aujourd'hui vous procure le plus de plaisir, c'est quoi ? Le plaisir, c'est de recevoir en fait un producteur, un produit et de pouvoir le cuisiner sur le moment. Et de pas y réfléchir en fait. C'est le moment très spontané où le producteur arrive justement, aujourd'hui les premiers navets que je viens de récupérer, est-ce que tu veux les essayer ? Tac. Et à partir de là, c'est cette discussion justement avec ce producteur qui m'enrichit et qui me donne ce plaisir de le cuisiner, ce produit derrière, et de pouvoir le faire déguster, lui faire déguster également. Parce qu'en fait, c'est de se comprendre l'un et l'autre. C'est pas juste un moment où moi je vais cuisiner, je vais mettre sur une assiette. Non, c'est de faire comprendre jusqu'à mon producteur comment son produit va être transformé ou mis en valeur, et derrière que lui puisse aussi adapter sa cueillette derrière. Comment on fait ? Parce que là, on se parle de l'inspiration, justement. Comment on fait pour construire sa carte quand, de fait, on est dépendant, évidemment, d'une saisonnalité, évidemment, d'une production, parce que les producteurs, s'ils pouvaient calibrer et tout savoir, à l'avance, ce serait trop simple. Et heureusement, c'est pas ça, d'ailleurs. Donc, comment ça marche ? Heureusement que c'est pas ça. Ouais. Parce que du coup, ça nous oblige à travailler, à faire fonctionner notre petit cerveau, et à adapter, justement, notre travail par rapport à ces produits. Ce serait trop facile ou trop contraignant, je pense plutôt. Elle serait trop compliqué au quotidien de dire on fait toujours la même chose. Ce serait une routine et on veut surtout pas que la cuisine soit une routine. C'est une cuisine du moment où on doit bien sûr assaisonner, cuire. Le produit n'a pas toujours la même texture, le même goût et il faut réadapter. Voilà, on n'est pas sur une recette bien précise à chaque fois et c'est ça qui nous donne l'envie justement, qui nous donne un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer et réadapter justement nos recettes. Mais il y a des jours, bien sûr, on est devant notre feuille, comme un écrivain qui, un jour, il n'a pas d'idée, il avance pas, il n'arrive pas à écrire. C'est pareil pour nous. Des fois, on a nos légumes, nos viandes, nos poissons devant la planche, et puis on dit c'est pas aujourd'hui. Allez, on remet ça demain et on avancera demain. Mais comment on fait ? Parce que souvent les chefs ont des plats, ont des attentes d'une saison sur l'autre, des produits qui reviennent. Vous semblez de fait vous extraire de cette logique-là. Non, parce que automatiquement il y a quand même une saison des produits, donc les produits reviennent. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à anticiper. De dire dans un mois il va y avoir les tomates, on va la travailler comme ci, comme ça. J'ai besoin d'avoir le produit, mais le produit aussi avec son vrai goût. De travailler par exemple une tomate, j'ai une bêtise, mais pour pouvoir la travailler au mois de juin, et puis on va aller commencer à travailler au mois de mars ou au mois d'avril pour pouvoir l'avoir les premières tomates directement sur la table. Ça, j'ai du mal. J'ai du mal à construire ma cuisine autour d'un produit qui va pas être exceptionnel, qui va pas avoir un goût extraordinaire. Donc du coup, j'attends toujours le dernier moment. Et du coup, on se presse un peu, mais pour moi, c'est ce qui est
plus ressemblant, et je sais ce que va goûter ou manger le client en face. Il faut être sûr de soi, il faut avoir un niveau de maîtrise et de technique quand même un petit peu assis pour se permettre de... Ouais, alors ce qui n'est pas le cas, c'est on n'est jamais sûr de soi. Et justement, c'est peut-être ça d'ailleurs. La clé de la réussite, c'est que on se remet tout le temps en question, et de se faire peur des fois, ça nous oblige à avancer un peu plus vite. Alors là, on se parle d'un moment agréable, la découverte d'un produit, la création d'un plat qui découle justement de ce lien avec le producteur. Il y a des moments pénibles, forcément. C'est quoi pour vous le moment le plus pénible dans le quotidien de la cuisine? Je suis pas sur les moments pénibles. Moi, je prends du plaisir. Ça. Alors, j'ai dit, alors je change de métier parce que franchement. Non, mais je prends du plaisir à chaque fois. Alors, pénible, c'est pas toujours agréable quand il y a un client. Nous, on pense avoir abouti une recette des fois, et puis il y a eu 100 clients qui disent voilà, c'était extraordinaire. Et puis là, pourquoi on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il y a 2 tables qui vont nous dire ouais, j'ai pas aimé ce plat-là, je suis passé à côté. Et là, on se remet en question, on dit, bah merde, les 100 d'avant, comment ils ont pas dit la vérité. Enfin, alors, on se remet vraiment, et ça, c'est le moment pénible, parce qu'on se remet vraiment en question, on dit, voilà, est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce qu'il faut, on continue? Mais il faut savoir écouter, par contre, le client, quoi qu'il arrive, il y a toujours une part de vérité, que ce soit en positif ou en négatif, et il faut construire, tout en gardant son ADN, son identité, et sa volonté de faire cette cuisine. Alors, c'est peut-être ces moments-là, peut-être un peu perturbants, ouais. Qui sont un peu plus durs que d'autres. Comment on fait? Parce que des chefs, j'en côtoie quelques-uns, j'en rencontre beaucoup, me disent tous la même chose. Et pour autant, moi qui vis un petit peu par procuration dans cet univers, et les auditeurs doivent se dire la même chose, comment se fait-il que des chefs de votre niveau se remettent en question sur un avis? C'est vrai ça? Moi, il y a plein de chefs qui me disent ça. Il suffit qu'il y ait un mec qui dise c'est pas se remettre en question entièrement, c'est savoir écouter et savoir équilibrer justement sa parole et dire ok, sur ces dires, peut-être que lui il a pas accroché, et puis après on peut pas non plus satisfaire, on va faire 5000 clients à l'année, on peut pas satisfaire les 5000, ça veut dire que tout le monde aurait le même palais, le même goût, ce qui serait pas intéressant non plus, ça deviendrait monotone. Donc il y a un client qui peut passer à côté, et on doit l'entendre, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on change le plat automatiquement. Ça vous est déjà arrivé ça, de vous dire ah là il a frappé juste et je l'avais pas vu, ou je l'avais pas, et il faut que je corrige? Exactement, parce qu'on va le goûter des fois nous pendant l'essai, le produit comme je disais tout à l'heure, il évolue, et puis après le cuisinier c'est peut-être pas obligatoirement toujours le même qui va faire ce plat, et donc du coup ces petits ajustements font que il y a un petit décalage sur le plat, il faut remettre un peu d'aplomb suite à ces dires du client. En fait, moi, à chaque fois qu'un client me dit quelque chose, bien sûr, j'acquiesce et je dis bon, ok, je vais faire. Et je leur dis toujours, je vais regoûter le plat. Voilà, je vais regoûter le plat. C'est-à-dire que tout de suite derrière, je refais le plat par la même personne qui l'a fait pour pouvoir goûter et pour pouvoir réajuster si besoin. Et après, peut-être que c'est le client et moi je vais dire non, moi c'est mon plat, il est comme ça, je vais laisser tel quel. Ou alors il a raison en fait, ce qu'on avait fait au début et ce qu'on en sort aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, donc on va le refaire. Si on remonte le fil de votre histoire, si vous deviez retenir un événement qui vous a mis sur la route de ce métier et qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quoi l'événement un peu charnière? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les coups de pied aux fesses, voilà, dans l'image. En fait, j'ai commencé par l'apprentissage, à Arnage, dans un restaurant qui était réputé. Enfin, je suis originaire du Mans, moi, dans la Sarthe. J'ai fait un apprentissage que c'était vraiment moi depuis 5 ans, c'est ce métier que je voulais faire, et dès que j'ai pu sortir de l'école et faire un apprentissage et apprendre ce métier, j'y suis allé. 5 ans, c'est pas mal de sentir une vocation à 5 ans. Ouais, et pourtant j'étais très difficile. Je mangeais rien. Par contre, j'aimais sentir les produits, j'aimais tourner une comme ça s'appelle, avec une spatule, j'aimais fouetter, voilà, retrouver ces odeurs, retrouver ces bouillons, retrouver ces moments de partage aussi. C'est les vrais moments de partage. Pour moi, c'est toujours lié à la famille, la cuisine, parce que à chaque fois il y a toujours eu une grosse casserole sur la table, voilà, qui a été mise, puis après tout le monde pouvait partager. Ça réunit, ouais, ça réunit énormément, et c'est des vrais plaisirs. Et donc du coup, cet apprentissage, quand j'ai démarré,
Voilà, il m'arrive. Puis au bout de 15 jours, le chef patron, il me dit voilà, je voudrais bien voir tes parents, tout ça, machin. Et alors je me souviens, moi à l'époque, j'avais 15 ans, j'y allais en mobilette, donc du coup, voilà mes parents. Et puis en fait, ce chef dit à mes parents voilà, votre fils il est pas fait pour ce métier. Waouh! Et là, ça a été un choc, mais j'en ai pleuré. Je me vois encore retourner chez moi derrière le casque et la visière où j'avais plus rien tellement j'en pleurais. Et en fait, c'est là où mes parents m'ont dit, là, t'as toujours voulu faire ça. C'est peut-être pas la bonne maison pour toi. C'est peut-être pas le bon moment de faire aussi sur ce niveau de restauration ou X. Et ils m'ont épaulé, ils m'ont accompagné. Et en fait, ça m'a construit, ça m'a forgé. Et c'est là où j'ai dit, ok, ils ont raison, c'est peut-être pas la bonne personne. Puis après, ça s'est très bien passé. C'est juste qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi ce déclic qui m'a donné envie, où il me dit, voilà, peut-être que je change aussi certaines façons de travailler, on me reprochait à l'époque, d'être trop lent, d'être, au bout de 15 jours, quand on a 15 ans, quand on sait pas obligatoirement tenir un couteau. J'ai trouvé ça un peu dur, mais je me dis, ok, je vais leur prouver que moi, j'ai vraiment ce métier. Et puis voilà, au fur et à mesure des années. Et pour la petite histoire, j'ai revu ce chef, il est venu manger il y a 2-3 ans. Lui, il savait plus, il me connaissait pas. Moi, bien sûr, ce nom était gravé dans la pierre. Et je lui ai expliqué. Et c'était pas lui, c'était son fils. Il me dit oui, mon père a pas toujours eu, les bonnes trouvailles ou les bons reculs là-dessus. Et on a gardé relation. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que du coup, on a compris aussi ce qu'est devenu l'un et l'autre. Et puis, il faut savoir dépasser. Passer un peu tout ça. Mais ça m'a donné la niaque aussi. Ça m'a donné la niaque. Et ce qui m'a prouvé aujourd'hui que j'ai beaucoup d'apprentis, j'ai beaucoup formé d'apprentis, peut-être aussi grâce à ça ou à cause de ça. Il y a une question d'un auditeur qui m'a été envoyée parce que je les ai appelés justement à partager et je pense que pour vous, la messe est dite puisque vous me dites qu'à 5 ans vous aviez cette vocation, mais Nicolas m'a envoyé cette question. Il demandait si vous aviez fait un autre métier, vous seriez allé vers quoi ou vous pensez que qu'est-ce qui vous aurait attiré? Moi, un métier manuel, et je pense que ça aurait été la menuiserie. Menuiserie, parce que ça ressemble quand même à là, on va transformer un produit. Puis comme en cuisine, on a les odeurs. Quand on va dans une menuiserie, on a ces odeurs de bois, de copeaux, ces effluves de sous-bois qui sont vraiment dans ce lieu. Donc du coup, je pense que je me serais orienté là-dessus, transformer, sculpter, assembler, et puis pouvoir observer derrière ces portes, ces tables, ça aurait pu être très très bien aussi. J'ai pris plaisir, je pense. Qu'est-ce qu'on retrouve de ça, de ce que vous dites dans votre cuisine? Est-ce que par exemple sur le dressage, il y a des choses qui selon vous caractérisent, des volumes, des textures, une approche visuelle particulière? Parce que là, c'est un œil. On se parle d'un œil. Évidemment, il y a l'odeur, évidemment, qui a un sens qui est très sollicité en cuisine. Mais là, on sent aussi qu'il y a un regard. Est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui dans votre cuisine? Oui, on le retrouve et je vais même dire que c'est assez récent. Ça va être sur les 10 dernières années où je me suis construit cette cuisine, mais j'ai pas construit une cuisine toute seule. C'est-à-dire que j'ai construit une cuisine avec tout ce qui m'entoure. Tout ce qui m'entoure. Je m'expliquais, par exemple, aujourd'hui on est sur Reims, on a cette cathédrale qui est puissante, qui est Notre-Dame de Reims, comme Notre-Dame de Paris, on va dire, où j'ai voulu travailler une langoustine et rendre hommage en fait à cette cathédrale. Et du coup, en visuel, on va retrouver cette rosace, la rose de Notre-Dame, avec ses différentes couleurs, ses différentes textures aussi, qui font un rappel justement à l'architecture. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup les musées, et ça m'influence beaucoup, bien entendu, sur ma cuisine. Sans oublier, attention, on adapte aussi sa cuisine avec une présentation, mais la priorité est au goût, à la cuisson. Vous avez parlé de cette personne qui vous a stimulé et qui vous a donné quelque part un petit coup de pied aux fesses, comme vous le disiez, pour vous dépasser. Est-ce qu'après, dans votre apprentissage, dans la formation que vous avez suivie, dans les maisons dans lesquelles vous vous êtes construit, est-ce qu'il y a un moment qui représente justement ce chemin de l'apprentissage, cette jeunesse du chef qui découvre son métier? Ouais, qui découvre son métier. C'est peut-être. Alors, il y a un chef qui m'a dit une parole un jour. Et je raconte une petite anecdote.
où j'étais chef de partie, puis bien sûr on avait des commis, des apprentis, et une fois, donc bien sûr j'avais un fond de veau. On travaillait encore le fond de veau. Donc le fond de veau, c'est cette cuisson à des os avec les garnitures, on mouille à hauteur et puis on cuit pendant quasiment plusieurs jours. Mmh. Et puis à un moment donné, je dis à l'apprenti, voilà, tu passes le fond de veau, ok. Et je m'étais arrêté là. Et il revient avec les os. Et je fais, mais il est où le bouillon? Je l'ai passé, j'ai jeté le bouillon, j'ai gardé les os. Et il était sûr de lui en fait. Il était sûr de lui. Et là, j'avais pas compris et je commençais à m'emporter un peu. Je dis, comment on va faire? Voilà, j'avais besoin de ce fond, peut-être. Et à l'époque, le chef m'a dit, oui, voilà, il n'y a pas de mauvais soldats, il y a que des mauvais généraux. Et donc du coup, ça m'a beaucoup travaillé parce que je me dis, oui, il faut être un peu plus explicite. Il faut comprendre un peu l'autre. Et je reviens ni plus ni moins à l'apprentissage que c'est plus ou moins bien passé au début. Et je me dis, c'est ça en fait. Et il faut savoir parler correctement, transmettre les bonnes paroles à l'apprenti pour qu'il puisse comprendre en fait. Et je me suis dit, ok, on lui a dit de passer le fond de veau. Mais lui, dans sa tête, c'est passé. C'est pas juste qu'est-ce qu'on fait derrière avec ce fond de veau. Et j'aurais dû dire, voilà, avec son fond de veau derrière, avec ce liquide, on va pouvoir faire une base de sauce. Et là, il aurait compris. Et c'est là qu'après, on comprend beaucoup de choses sur la cuisine. Parce qu'on dit, voilà, on n'est pas tout seul. C'est un travail d'équipe. On parlait tout à l'heure de partage avec cette famille. C'est pareil, dans une équipe, c'est un peu une famille. Il faut pouvoir communiquer tous ensemble. Et après, c'est beaucoup plus facile à communier ou à faire des plats. Ça, c'est encore quelque chose qui vous habite aujourd'hui en tant que chef. Vous avez une brigade de combien? Vous êtes combien ici chez Arban et comment au quotidien vous traduisez vos intentions auprès de votre équipe? En fait, on est 14 aujourd'hui dans cette brigade et je traduis de la même manière. C'est-à-dire que moi, je vais transmettre, bien sûr. Vous allez plus loin que le fond de veau. Vous expliquez, vous. Non, bien sûr. Et en fait, j'en reviens à la création des plats. C'est-à-dire que moi, je vais faire ces prémices, cette création de plats. Mais par contre, j'implique tout le monde dès le début. Parce que, ni plus ni moins, il faut que tout le monde comprenne ce que va devenir ce plat. Et c'est eux qui vont le faire au quotidien. Moi, bien sûr, j'accompagne, je suis là. Mais chaque poste, chaque responsable, chaque chef de partie, chaque sous-chef a un travail à faire. Et donc, du coup, il faut l'impliquer dès le début pour que ça soit fait correctement et qu'on soit en osmose avec la finalité. Pas facile parce qu'il y a quand même une exigence et il faut prendre en compte le talent plus ou moins développé des membres de sa brigade pour maintenir un rendu dont on est seul responsable. Parce que quand on vient chez vous, c'est vous qu'on vient voir, c'est votre cuisine qu'on vient goûter. Donc c'est pas facile de... Ah oui. Et quand je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le client qui est peut-être qui a pas apprécié le plat, et j'ai jamais dit par exemple le cuisinier a du mal à le cuire ou le chef de partie. Non, c'est moi. Je m'excuse, voilà, j'ai mal réalisé, voilà. Parce qu'en effet, ça, même s'il y a une équipe derrière, c'est nous le responsable. Et moi, chaque assiette qui part, je la vois, je la construis, je la finalise, je goûte chaque chose, chaque sauce, chaque assaisonnement, voilà. Donc du coup, c'est moi le dernier barrage. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si le client est pas content, c'est ma faute. Voilà, je pars de ce principe-là. Par contre, voilà, j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe derrière qui ont compris aussi tout ça et qui font attention et qui redoublent d'attention justement sur leur préparation avant de me donner la préparation, le produit, la sauce ou la garniture. Là, on se parle d'une figure, d'un chef d'orchestre, quasiment. Quelles sont les figures, ou quelle est la figure qui vous a un petit peu éclairé, guidé? Est-ce qu'un mentor a été important sur votre route, ou est-ce que un chef a représenté comme ça un idéal en termes de projection? Ouais, mais en fait, c'est un apprentissage. C'est un métier où il faut voyager un petit peu. Enfin, quand je dis voyager, c'est voir différentes cuisines, différents chefs, différentes philosophies. C'est ce qui m'a construit. J'ai une identité,
ma façon de cuisiner. Mais par contre, tout ça, ça a été créé grâce à des fondations. Ces fondations sont ces différents chefs. Et je vais prendre le premier chef que j'ai eu, Monsieur Bordier, où le beau-père avait travaillé avec Escoffier. Donc quand je suis arrivé, waouh, j'ai refait en fait un deuxième apprentissage parce que c'était, j'ai revu le guide culinaire d'un bout à l'autre. On faisait quasiment page par page. C'est dépassé, sauf que ça m'a permis de construire cette cuisine classique, la vraie cuisine cuisinée. Et ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Donc ça m'a influencé parce que je garde cette idée de goût qui est cette base. Puis après, moi, j'ai travaillé aussi avec Yannick Aleno. Yannick Aleno, voilà, une cuisine très pointue, qui se remet en question tout le temps, qui va jouer un peu sur les plats, qui va renouveler au fur et à mesure, une philosophie bien spécifique. Et puis Frédéric Anton aussi, avec son historique de Robuchon, mais qui lui qui a aussi une cuisine très pointue. Un vrai cuisinier, voilà, qui a aussi les mêmes bases un peu que moi et qui est vraiment très puissant. J'ai beaucoup appris aussi auprès de lui. Et puis Michel Roth, voilà, on est sur une cuisine un peu plus libérée. Et m'a permis de voir, en fait, chaque chef m'a permis de voir une direction différente de la cuisine. Puis auprès de Michel Roth, j'ai appris aussi au Ritz. Donc du coup, voilà, l'ouverture aussi avec ses room service, ses banquets, c'est pas juste du gastronomique. Il faut savoir tout faire. Et ça, je pense que c'est important aussi pour notre métier. Et donc du coup, voilà, tous ces chefs m'ont appris des choses, m'ont construit, ni plus ni moins. Et puis maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est cette construction. Par contre, voilà, avec ma personnalité, mon ADN, où aujourd'hui, je fais ma cuisine. Il doit quand même y avoir une résonance parce que vous me parlez de ces chefs-là et certes, il y a une forme de pluralité, mais c'est des chefs qui ont un savoir-faire très technique. On se parle pour certains d'eux de meilleurs ouvriers de France, enfin voilà, qui portent le même col que vous. Donc c'est quand même des cuisines qui sont d'une extrême précision. Le pointage de Frédéric Anton, l'école Robuchon, vous parliez de Michel Roth aussi, voilà, qui a une espèce de de rigueur un peu pas conventionnelle, mais très. Ouais, rigueur, régularité. C'est ce que j'ai appris aussi auprès d'eux. Parce que la cuisine, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment sur le moment, on va essayer. Par contre, en finalité, on doit avoir quelque chose de très régulier. Et c'est ce que j'ai appris auprès d'eux, en fait. Hein, voilà. C'est le côté rigoureux, mais régularité de l'envoi des recettes, où un client qui mange aujourd'hui ou qui a mangé il y a 10 jours, 15 jours, il doit retrouver, en fait, cette trame d'un bout à l'autre. C'est pas antinomique de la créativité, parce que souvent, on a tendance à mettre des chefs dans des tiroirs quand on doit penser aux chefs artistes, aux chefs inspirés. On cite Pierre Gagnère. Est-ce qu'on peut être très créatif, très libre dans sa technique, tout en ayant une maîtrise très aboutie? Ah bah bien sûr, mais c'est le but, et c'est pas évident hein, justement de s'exprimer au quotidien, dire bon voilà, aujourd'hui j'ai ça comme produit, j'ai ce poisson, on m'a proposé ce poisson qui est extraordinaire, ok, comment je vais le cuisiner? Mais ça n'empêche pas d'avoir cette cuisine d'inspiration, de créativité du moment, et d'avoir une régularité, une rigueur sur cette cuisson, cet assaisonnement. Moi, c'est plus, voilà, c'est pas obligatoirement la présentation qui va compter. C'est surtout cet assaisonnement, cette cuisson qui sont primordiales. Est-ce que vous avez des fulgurances parfois? Est-ce que vous vous dites parfois dans l'instant précédent le service, alors pas dans l'instant, hein, c'est un peu un mythe ça, mais tiens, je vais le tenter, je me jette. Mais je dirais même que c'est pendant le service en fait. Ah ouais. Parce que quand on réfléchit trop, c'est plus une tentation, hein, c'est plus quelque chose. Voilà. Et c'est quand on est sur le moment, ok, pour X raison, il faut qu'on fasse quelque chose en urgence parce que le client, attend peut-être autre chose ou il lui manque un plat ou on va dire que on va lui faire plaisir. C'est là on se dit voilà, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Hop, on va essayer ça, tiens, c'est le moment de lui faire goûter, il va dire, et on va voir ce retour très rapide. Et généralement, voilà, ça passe. C'est là où on est le meilleur, je pense. Ah ouais, c'est quand on lâche c'est la frappe d'instinct. C'est quand on réfléchit pas trop et qu'on essaye, qu'on se libère. Qu'est-ce qu'il y a comme en mémoire dans vos dernières là, on a l'impression que vous décrivez une frappe du milieu de terrain, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça, j'utilisais un sorbet oseille qui accompagnait des asperges, une asperge verte, voilà, on était très pur. Et puis sur un couteau, je fais un couteau autour de la craie, donc avec un céleri qui a été cultivé sur une terre de craie, enfin voilà.
Et puis à un moment donné, il y avait un menu où la personne était déjà venue une semaine avant, avait déjà mangé ce couteau, machin. Je dis, bah, merde, on va aller faire autre chose. Et ben, du coup, voilà, hop, cette moussine de céleri légèrement fumée avec ce sorbet oseille qu'on vient remettre par-dessus. Et puis on a ajouté la crème de noisette vraiment au dernier moment, des belles pousses d'oseille, un peu voilà. Et puis un sabayon aux algues qu'on venait juste de faire à la minute. Voilà, l'ensemble, on dit, on aurait réfléchi, peut-être qu'on l'aurait pas mis tout de suite à la carte, on aurait voulu retravailler dessus. Et en fait, les clients ont adoré. Et du coup, je l'ai remis tout de suite dans le menu dégustation. Je dis, bah, tiens, allez, hop, on va en profiter. On l'accompagne aussi sur ce menu. Validé. Voilà. Là, on se parle des essais qui sont transformés. Est-ce qu'il y a dans votre parcours, et c'est souvent au stade du début de la formation, une erreur que vous avez faite, technique, humaine, et vous êtes dit, ça, plus jamais? Bah, plus jamais. En fait, c'est quand je suis arrivé, il y a 15 ans, 16 ans maintenant, en Champagne. Je me suis dit, bon voilà, première place de chef, je vais y faire ma cuisine, voilà, on va y mettre. Premier repas, j'étais arrivé pour le 31 décembre 2009 exactement. Premier repas autour des Jéroboams de Champagne, je m'en souviendrai mais toute ma vie. Donc avec chef sommelier Philippe Jamès à l'époque. Je dis, bah voilà, on va faire ça. Et puis je fais les essais, je fais goûter au sommelier et je le vois à son visage que on se connaissait pas. Je venais d'arriver, 10-15 jours. On va faire ce repas de Nouvel An autour des champagnes. Mais moi, j'avais occulté en fait le champagne. J'avais fait ma cuisine. Je veux montrer qui je suis. Je leur montrer aussi à ces champenois ou à ce restaurant, voilà, que je suis capable de. Et j'avais zappé un petit moment en fait où le champagne, c'est lui qui doit être maître aussi. Alors maître. C'est une sorte de fil rouge. Et c'est un fil rouge où on doit s'accompagner l'un et l'autre. Et du coup, puis là, je me suis rendu compte en fait que le champagne, je le connaissais pas. Comme peut-être 80% des Français où on sert juste le champagne à l'apéritif ou sur le dessert, sur l'anniversaire de mamie. Enfin voilà, c'est un peu ces images qu'on a. Et j'ai jamais été plus loin. Et je suis venu ici en Champagne. En étant sûr de moi, de ma cuisine, ça, et en fait, je me suis pris une claque. Et quand il a fallu, j'ai dit, ok, là, il va falloir réagir parce que c'est pas comme ça que tu vas montrer ton savoir-faire dans cette région. Et donc, du coup, j'ai dit, avec le chef sommelier, voilà, je sais pas faire. Je connais pas le champagne. Il faut m'aider, là, parce que sinon, je vais me faire diriger. J'ai pas envie d'être le pantin où on me dit, voilà, il faut mettre ci, ici, avec ça, ou ça. Et donc, du coup, j'ai déambulé dans les caves, dégusté avec les vignerons, comprendre ce qu'était le champagne et la Champagne. Ça m'a pris plusieurs années quand même, au moins 2 années déjà pour comprendre ce qu'était le champagne et peut-être 6-7 ans pour comprendre ce qu'était la Champagne. Et à partir de là, j'ai construit ma cuisine, ma vraie cuisine autour de cette région. C'est ça, parce qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité à un âge parfois où quand on débarque ou quand on s'installe, on a envie de démontrer. Et pour le coup, vous prouvez quelque chose. C'est pas parce qu'on se dit il faut que je recule et que je m'efface un peu derrière les produits pour mieux les comprendre que je ne peux pas par ailleurs et plus tard m'accomplir et m'exprimer en mon nom. Exactement. Il faut savoir prendre un peu de recul des fois avant d'avancer dans le vide et puis se planter, parce qu'à un moment donné, quand on avance trop dans le vide et seul, on fait pas grand-chose. C'est un milieu où on a une brigade derrière. Il n'y a pas qu'une brigade, il y a aussi une autre brigade en salle où on doit faire unité et du coup, cette cuisine doit ressembler justement à cette union. Et pour ça, faut savoir se comprendre les uns et les autres et comprendre les produits et où on est. Là, on se parle d'un service ou d'une journée qui s'est pas passée comme prévu, et ces moments où ça grince un petit peu, ça arrive, on les connaît tous, chacun dans notre métier. C'est difficile de répondre à cette question, mais à l'inverse, le plus beau moment que vous ayez vécu jusque-là, et il y en aura peut-être d'autres encore plus beaux à l'avenir, je vous le souhaite, mais en tant que chef, si vous deviez en retenir un, ce serait lequel ? Ça fait 15 ans, donc je vais raconter le début de cette vie en Champagne, et je vais raconter cette vie de maintenant en Champagne, où aujourd'hui à Arbanne je crée ma cuisine vis-à-vis de cette Champagne dans la globalité, et de voir ces vignerons en fait aujourd'hui venir découvrir ma cuisine et se dire
Ça se voit que vous êtes champenois, que en fait vous avez compris le champagne, qu'on découvre, on est fiers de cette mise en valeur de la Champagne. Et quand je leur dis en fait que je suis pas champenois, ils sont surpris. Ils me disent mais comment vous avez pu? C'est une fierté. C'est une fierté parce que quand je suis arrivé il y a 15 ans où je connaissais rien et qu'aujourd'hui on me dise voilà que je suis devenu plus champenois que les champenois quelque part, et je suis fier. Je suis fier de ça, de pouvoir le démontrer via ma cuisine et de pouvoir faire déguster ce champagne, cette champagne à travers ces plats. C'est-à-dire que malgré les reconnaissances que vous avez déjà eues, les titres dont vous êtes aujourd'hui détenteur, si vous devez retenir un moment qui vous rend fier, c'est le fait d'être adoubé par la clientèle et celle qui vient d'ici. Ben oui, parce que voilà, pour moi c'est une fierté d'avoir aussi à accomplir certaines choses et d'avoir compris. Et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je m'arrête là. Bien au contraire, il faut continuer. Je suis très content de ces retours, mais il faut pas s'attarder là-dessus. Il faut vraiment continuer et avancer encore plus loin. Il y a une question que j'aime poser parce que dans tous les entretiens que je fais avec les chefs, c'est pas une évidence pour tout le monde parce que c'est quand même une course en solitaire contre soi, souvent avec des épreuves, des doutes, des moments de réussite aussi dont on se parlait là. L'entourage dans tout ça. L'entourage est primordial, est important. Compétiteur, bien sûr, voilà, avec les différents concours. J'ai cette âme de compétiteur. Par contre, encore une fois, tout seul, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose et on a besoin d'être accompagné, que ça soit des équipes, que ça soit de la famille. La famille est très très importante derrière. On a toujours des moments de doute, des moments de faiblesse. Et puis on est des humains, tout simplement. On n'est pas toujours les leaders qu'on pense aussi. On a des moments de très faibles et donc du coup on a besoin de cet accompagnement ou dire voilà si vas-y fais-le, t'as envie de mettre ça en place, vas-y. Ou alors là je te reconnais pas, t'es plus dans ton dans la philosophie que tu veux faire. Et je dis toujours seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est exactement ça en fait. La cuisine pour moi c'est quasiment résumé à ça. Comment on ménage l'entourage justement? Vous parliez de famille et parce que c'est quand même un métier d'abnégation les chefs le disent toujours et c'est l'adage. On travaille quand les autres s'amusent et quand on travaille on n'est pas avec les siens. Ouais, alors ça c'est le côté le plus dur. Quand on rentre dans ce métier, on dit c'est bon, voilà. Puis au fur et à mesure, on construit notre famille autour de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une compagne qui me suit là-dessus et qui a compris ce métier. C'est pas toujours évident, parce que oui, le soir, quand il y a des anniversaires, quand il y a des fêtes, comme machin, on n'y participe pas, ou on arrive. Ou quand tout le monde a quasiment fini, donc on voilà, sur le cheveu sur la soupe comme ça, c'est pas toujours évident, mais parce qu'elle travaille à vos côtés. Non, elle travaille pas du tout à mes côtés. Elle s'occupe elle de l'association du 1001 qui héberge le trophée 1000 pour les apprentis justement à la formation. Mais du coup, dans l'emploi au quotidien sur le restaurant, donc du coup, il y a ce décalage quand même. Et puis j'ai une fille maintenant qui a aujourd'hui 18 ans et c'est vrai que quand on fait ce métier, on voit que le temps passe très vite parce que voilà, les enfants grandissent et on n'a pas obligatoirement vécu énormément de temps avec eux. Par contre, le si peu de temps qu'on vit avec eux, on les vit à fond. Et ça, ils le savent très bien. C'est vrai qu'on a toujours peur qu'on dit putain, quand elle va grandir, elle va me reprocher ci, on va me reprocher ça. Oui, c'est ça. En tant que père, c'est pas une évidence quand même. Non, c'est pas une évidence. Et puis en fait, les enfants comprennent aussi la passion qu'on a pour ce métier. Et puis au fur et à mesure, ils disent oui, mais voilà, il a passé son temps à vivre sa passion, mais c'est pas pour ça qu'il les a oubliés. Il y a eu des moments bien précis qu'on se souvient énormément et qu'on continue. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai décidé moi sur Arban de fermer le dimanche pour pouvoir profiter peut-être aussi. Voilà, j'ai travaillé pendant quasiment 35 ans tous les week-ends. Je vois qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de passer moi aussi à profiter un petit peu le week-end. Ça n'empêche pas de profiter à 100% de ce restaurant au quotidien, voilà, mais de pouvoir prendre aussi une journée un peu en famille et décaler. Et vous y arrivez? Dans la tête, je veux dire, parce que mettre une croix dans l'agenda, ok, mais après décrocher quand on a ce rythme. Parce que quand on l'a fait pendant 35 ans, du jour au lendemain, dire voilà. Et je vais pas dire qu'on s'ennuie parce que ça serait méchant. C'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Et on dit voilà, waouh. En fait, qu'est-ce que je vais faire?
Et puis après, voilà, on commence à dire, là, on m'a invité. C'est vrai que c'est le moment de dire, voilà. Mais on n'a pas ce réflexe, en fait. Hein. On a perdu, on n'a jamais eu ce réflexe de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ce dimanche ou qui c'est qu'on va inviter dimanche, voilà. Et d'un coup, moi, je redécouvre un peu une autre vie aussi, voilà, mais qui est différente. Dernière question, de celle que j'avais prévue. Votre règle d'or, vous parliez d'ensemble, de tout ça. Si vous deviez retenir une règle que vous devriez transmettre, ce serait laquelle? Quelque chose, un précepte très important pour vous? La transmission. La transmission pour moi est très importante. Je parlais de mes débuts qui, je veux pas le faire revivre à d'autres personnes. En fait, ces débuts, et donc du coup, j'aime bien accompagner les jeunes apprentis d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce concours, cet événement, le Trophée 1000, où on accompagne les jeunes qui ont envie de faire ce métier. Et c'est pas les punir, les juger ou quoi que ce soit. Non, justement, c'est leur montrer les gestes. J'invite beaucoup de chefs, meilleurs ouvriers de France, chefs étoilés, meilleurs apprentis de France, venir, bien sûr, en finalité, il va y avoir des gagnants, mais de venir aussi épauler ces jeunes, leur montrer la bonne philosophie, le bon travail, le bon geste, pour leur donner, transmettre, ni plus ni moins, la bonne parole. Dans ce format, désormais, je vous l'ai dit, je livre au chef une ou deux questions d'auditeurs, d'auditrices. Bon, là j'en ai placé une un peu plus tôt dans l'épisode, mais normalement c'est pour la fin de l'épisode, c'est pour maintenant. C'est donc là que je pose au chef la question que j'ai retenue parmi celles que vous pouvez envoyer sur Insta via le compte Chef Podcast. J'ai eu un message de Thiago, qui est un jeune reconverti depuis 2 ans. Un jeune récemment reconverti, et qui a fait un constat. Il est souvent embauché par son discours et la démonstration de sa passion et sa détermination, et quelque temps après, les chefs finissent souvent par lui reprocher son inexpérience, alors qu'ils étaient au courant auparavant. Donc lui, la question qui se pose, et que je transmets du coup, c'est que des profils comme ça, atypiques, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Et je crois présumer un petit peu de la réponse que vous allez faire, mais comment on les accompagne? Mais en fait, c'est ni plus ni moins à leur bouche. Moi, je devrais pas le dire, mais en fait, le candidat arrive, monte son CV, je regarde pas le CV. C'est bête, hein, je regarde pas ce qu'il a fait avant, je regarde pas si. Bien sûr, on va discuter, il va m'expliquer quand même, mais je retiens pas cela. En fait, j'ai besoin de voir sa passion, sa lueur, ses étoiles dans les yeux, cette passion qui me transmet. À partir de là, je me dis waouh, s'il a envie, s'il est passionné, si on voit qu'il est motivé, on va faire les belles choses ensemble. Bien sûr qu'on sait pas tous faire, bien sûr que on n'a pas de dextérité, bien sûr qu'il faut apprendre. Mais dès qu'on sait ça, et si la personne en face est passionnée, on avance beaucoup. Et j'ai décidé de finir par une question sans fond, sans fin. Une question qu'un chef peut se poser chaque matin tout au long de sa vie, ou pas du tout, vous allez voir. Et j'imagine qu'à mesure qu'on avance, on peut affiner sa réponse. Chef Expérience se conclut donc par une question toute simple, essentielle. Chef, pourquoi cuisinez-vous? Pourquoi je cuisine? Je me suis jamais posé cette question en fait. C'est devenu naturel. C'est devenu naturel parce que c'est pas un métier, ça c'est sûr. Pour moi, c'est juste un hobby, mais c'est pas un hobby, c'est une passion. C'est une passion au quotidien. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais reculé ou en venant au travail en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai toujours eu cette flamme, dire waouh, aujourd'hui je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir cuisiner, je vais pouvoir. Et c'est une évidence pour moi. En fait, c'est une évidence de cuisiner au quotidien. Voilà. Et même chez moi, alors on dit toujours un chef, qu'est-ce qu'il fait chez lui, est-ce que vous refaites moi. Et j'aime bien la simplicité aussi des fois. Quand on dit cuisiner, c'est cuisiner au quotidien, c'est tout en fait. Et j'aime bien faire juste un poulet rôti. Et pour moi, c'est de la cuisine. Mais quand on a le bon produit, quand on prend un peu de passion à le faire, quand on va venir arroser en fait ce poulet et qu'on prend plaisir en fait à arroser, on voit le cuisinier qui va venir arroser ce filet de bœuf qui cuit dans le beurre machin. Mais moi, je me vois là sur ce poulet en train de rôtir au four, qui croustille, qui est légèrement comme ça. Puis vient remettre ce jus de cuisson au fur et à mesure dessus, l'arroser. C'est un peu l'image mais j'ai l'impression que on y va doucement, on fait l'amour au produit entre parenthèses, on
on fait attention. Voilà, on est à la place du produit, on y va. Encore une fois, on fait osmose. On parlait d'osmose tout à l'heure entre les équipes, mais c'est peut-être osmose aussi avec le produit, de simplement se mettre à la place d'eux. Voilà donc un chef qui se met à la place d'eux. Un chef qui fait preuve d'attention. À la place du produit, à la place du convive, à la place aussi de celles et ceux qui l'entourent et à qui il veut transmettre. Philippe Mille fait partie de ces chefs pour qui l'exigence n'est pas incompatible avec l'enseignement, pour qui l'erreur, vous l'avez entendu, fait partie du chemin. C'est même avec elle qu'on se construit. Alors merci chef d'avoir pris ce temps pour partager avec nous votre expérience, vos expériences. Merci pour votre accueil chez Urban. Je ne peux que vous encourager, chers auditeurs, chères auditrices, à aller découvrir sa cuisine. Franchement, on saute dans un train et en moins d'1 heure pour les Parisiens, on se retrouve à table pour un voyage mémorable. Alors je suis très heureux de vous avoir livré ce nouveau format que je vais affiner petit à petit, mais qui je trouve permet de découvrir un chef et de nous appeler tous à réfléchir sur notre manière d'envisager notre métier, notre rapport aux autres. Abonnez-vous sur Instagram au compte Chef Podcast pour pouvoir m'envoyer vos questions quand je pars pour un nouvel enregistrement. Et n'hésitez pas à dire à vos amis passionnés de gastronomie qu'il y a toujours quelque chose à écouter par ici. Alors si vous êtes OK, on va reproduire l'exercice et vous retrouverez ainsi 2 fois par mois désormais ce format. Parce que dans chaque épisode, on peut entendre une nouvelle histoire et profiter de l'expérience des chefs. Salut!